Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on parle d'un mot omniprésent dans la finance de marché, mais souvent mal compris, le spread de risque. Derrière ce terme un peu technique, il y a une idée très simple. Tout le monde n'emprunte pas au même prix parce que tout le monde n'inspire pas le même niveau de confiance. Pourquoi une entreprise paye-t-elle 4% quand une autre doit offrir 7 ou 8%? Pourquoi certains États empruntent presque au prix de l'Allemagne quand d'autres payent beaucoup plus cher? Et pourquoi, quand la confiance se fissure, le spread devient-il parfois une véritable sanction du marché? Car derrière cet écart de taux se cache une question essentielle. Combien le marché exige-t-il pour accepter de vous prêter? Le spread, qu'on appelle aussi marge actuarielle, est l'écart entre le taux de rentabilité actuarielle d'un emprunt et le taux de rentabilité actuarielle d'une référence de même maturité. Dit autrement, on compare le rendement exigé sur une durée donnée au rendement d'un actif jugé plus sûr sur une durée comparable. Sa logique est simple, le taux payé est égal au taux de référence plus spread. Prenons un exemple concret. Une obligation Ipsos a été émise avec une marge de 148 points de base par rapport au taux actuariel du bond allemand. Autrement dit, Ipsos a dû payer 1,48% de plus par an que le taux de référence jugé sans risque pour emprunter. Et c'est exactement ça le spread. Ce supplément de taux ne tombe pas du ciel. Il rémunère un risque, le risque que l'émetteur soit moins solide que la référence. Le risque que sa situation se dégrade. Le risque, au fond, que la promesse de remboursement soit moins certaine. Le spread, c'est donc la prime de risque cachée dans un taux. Et il faut ajouter un point essentiel, le spread est une notion relative. Il ne dit pas seulement si un emprunteur est risqué en soi, il dit aussi comment le marché le positionne par rapport aux autres emprunteurs au même moment sur une même maturité. Autrement dit, le spread n'est pas juste un chiffre, c'est un classement implicite du risque par le marché. Alors pourquoi ce spread est-il si important? Parce qu'il dit immédiatement comment le marché perçoit un emprunteur. Un spread faible signifie généralement que l'émetteur est jugé solide. Les investisseurs acceptent de lui prêter à un coût proche de la référence. Un spread élevé signifie au contraire que le marché voit davantage de risques. Il exige donc une rémunération plus forte pour compenser cette incertitude. Et ce point est fondamental. Le spread n'est pas un indicateur abstrait réservé aux salles de marché. Il a des conséquences très concrètes. Quand le spread monte, la dette coûte plus cher, les refinancements deviennent plus lourds, la charge d'intérêt augmente, la rentabilité se dégrade, la marge de manœuvre se réduit et la stratégie de l'entreprise se tend. Autrement dit, le spread est l'un des thermomètres les plus puissants de la confiance financière. Tant qu'il reste contenu, l'entreprise peut se financer. Quand il s'écarte, la dette devient plus chère. Et quand il explose, le financement peut se gripper. Alors qu'est-ce qui fait varier un spread? Le spread ne bouge pas au hasard, il reflète une lecture du risque par le marché. Et cette lecture repose sur plusieurs facteurs très précis. Premier facteur, la solvabilité perçue de l'émetteur. C'est la question de base. L'emprunteur remboursera-t-il? Plus la réponse paraît incertaine, plus le spread monte. Une entreprise très endettée, une société dont les marges se dégradent, un groupe dont la trésorerie se tend ou un État dont les finances publiques se fragilisent devront offrir un spread plus élevé. Autrement dit, plus le marché doute de votre capacité à rembourser, plus il vous fait payer ce doute. La note attribuée par les agences est un repère central. Une signature notée AA ou A peut généralement se financer avec un spread relativement contenu. A l'inverse, une entreprise notée BB ou B devra offrir une prime de risque beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce que la notation synthétise le risque perçu de défaut. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas infaillible, mais elle reste un point d'ancrage important pour les investisseurs obligataires. Et les graphiques de spread le montrent très bien. Plus la notation se dégrade, plus le spread s'élargit. Prêter sur 2 ans n'a rien à voir avec prêter sur 7 ans ou 10 ans. Plus la maturité est longue, plus l'investisseur s'expose à des incertitudes. Évolution des taux, ralentissement économique, affaiblissement du business, difficulté de refinancement, changement de stratégie ou retournement du secteur. Le spread intègre donc aussi une prime de temps. Toutes les obligations ne se revendent pas avec la même facilité. Une obligation très liquide, bien suivie, échangée en permanence, rassure le marché. A l'inverse, un titre peu liquide doit offrir un rendement plus élevé. Pourquoi? Parce que l'investisseur veut être rémunéré pour le risque de ne pas pouvoir sortir facilement.
Le spread rémunère donc parfois non seulement le risque de défaut, mais aussi le risque d'illiquidité. Toutes les dettes n'offrent pas la même protection. Une dette sécurisée, adossée à des garanties, est généralement perçue comme moins risquée qu'une dette non sécurisée. En cas de difficulté, les créanciers ne récupéreront pas la même chose selon leur rang dans la structure de dette. Résultat, à émetteur égal, une obligation sécurisée peut afficher un spread plus faible qu'une obligation non sécurisée. Le spread dépend aussi du contexte. Le secteur d'activité compte beaucoup. Une activité stable et défensive n'est pas perçue comme un secteur cyclique, fragilisé ou très exposé à la conjoncture. La taille de l'émission joue également. Un grand émetteur bien suivi, très liquide, connu du marché, n'est pas traité comme un dossier plus petit ou plus opaque. Et il faut ajouter une dernière dimension, l'appétit du marché pour le risque. Quand les investisseurs sont confiants, les spreads ont tendance à se resserrer. Quand la peur revient, ils se détendent. Autrement dit, le spread raconte à la fois la qualité de l'émetteur et l'humeur du marché. Un spread n'existe jamais dans l'absolu. Il se mesure toujours par rapport à une référence. Et cette référence n'est pas toujours la même selon le type de dette. Pour les obligations d'entreprise en zone euro, la référence est souvent la courbe de taux swap, parfois une obligation d'État de même maturité, et dans beaucoup de raisonnements de marché, le bond allemand reste le point d'ancrage le plus emblématique. Pour les dettes souveraines, en zone euro, la référence la plus connue est le Bund. Si l'Allemagne emprunte à 2,5% et qu'un autre État emprunte à 4,5%, le spread est de 2 points, soit 200 points de base. Ce que l'on appelle dans ce cas un spread souverain. Pour les crédits bancaires, la référence est souvent un taux monétaire, comme l'Euribor 3 mois. Quand une banque prête à un client à Euribor plus 180 points de base, cela signifie que le taux facturé comprend un taux de base de marché plus une marge liée au risque de l'emprunteur. Autrement dit, le spread est partout dans la dette, même quand on ne le nomme pas. Quand on regarde les courbes de spread par notation en Europe comme aux États-Unis, on voit immédiatement deux choses. Première leçon, les spreads explosent en période de crise. On le voit très clairement. En 2008 avec la crise financière, en 2011-2012 avec la crise de la zone euro, en 2020 avec le choc Covid, puis à nouveau avec le retour de l'inflation et de la remontée des taux. À chaque fois, la mécanique est la même. La peur monte, les investisseurs fuient le risque, les spreads s'écartent et le coût de financement grimpe. Deuxième leçon, les signatures fragiles sont toujours sanctionnées plus violemment. Les courbes par notation le montrent très bien. Les signatures AA ou A restent relativement contenues, alors que les signatures B ou B voient leur spread s'envoler beaucoup plus brutalement. Autrement dit, le marché ne vend pas tout de la même manière, il pénalise d'abord ceux qui les jugent les plus vulnérables. Et c'est là que le spread devient redoutable. Parce qu'il ne se contente pas de refléter le risque, il peut aussi l'amplifier. Quand une entreprise déjà fragile voit son spread s'écarter, son financement devient plus cher. Et quand son financement devient plus cher, sa fragilité augmente encore. Le spread devient alors une spirale. Casino est un cas presque parfait pour comprendre cette mécanique, parce qu'on y voit très clairement le moment où une dette encore finançable devient progressivement une dette que le marché considère comme de plus en plus risquée. Pendant des années, le groupe porte un endettement élevé, dans un environnement difficile. Pression concurrentielle, rentabilité fragilisée, structure financière complexe, cession d'actifs répétée et dépendance croissante au refinancement. Tant que le marché croit encore à la capacité du groupe à tenir, la dette reste coûteuse, mais finançable. Le problème commence quand la confiance se fissure. À partir du moment où les investisseurs doutent de la capacité du groupe à faire face à ces échéances, la logique change complètement. La vraie question n'est plus combien de dettes. La vraie question devient à quel prix le marché acceptera-t-il encore de prêter. Et c'est là que le spread devient central. Quand les doutes augmentent sur la soutenabilité de la dette, la solidité des flux de trésorerie, la capacité à refinancer les échéances, la valeur réelle des actifs ou la robustesse du modèle économique, le marché exige une rémunération plus élevée. Autrement dit, le spread s'écarte parce que la confiance se dégrade. Et cette hausse du spread n'est pas neutre. Plus le spread monte, plus la dette coûte cher, plus le refinancement devient difficile, plus la pression sur la trésorerie augmente, plus les créanciers se durcissent et plus la perception du risque se détériore. Le spread ne se contente plus de refléter le problème, il commence à l'aggraver.
C'est exactement ce que montre le cas Casino. Quand une entreprise entre dans cette zone, elle perd progressivement sa liberté financière, elle ne choisit plus vraiment son agenda, elle doit négocier avec ses créanciers, vendre des actifs, restructurer sa dette, faire entrer de nouveaux actionnaires, parfois convertir une partie de la dette en capital. Autrement dit, quand le spread devient trop élevé, le marché ne se contente plus de juger l'entreprise, il prend le contrôle de ses marges de manœuvre. Casino illustre donc parfaitement cette idée. Le spread de risque, c'est le prix que le marché vous fait payer quand il doute de votre capacité à tenir vos promesses de remboursement. Alors, quelles sont les 4 réalités que les investisseurs connaissent bien? La première réalité, un spread élevé n'annonce pas toujours un défaut immédiat. En revanche, il signifie presque toujours que la confiance s'est dégradée. Deuxième réalité, une hausse de spread peut coûter très cher. En effet, quand une entreprise refinance plusieurs milliards de dettes, chaque point de spread supplémentaire peut représenter des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de charges d'intérêt en plus. Le spread n'est donc pas un détail technique, c'est parfois un choc de trésorerie à grande échelle. Troisième réalité, le spread est toujours relatif. Dire qu'un spread est élevé n'a de sens que si l'on précise par rapport à quelle référence, sur quelle maturité, à quelle date et pour quel type de dette. Un spread se lit toujours dans un contexte. Et quatrième réalité, le spread dit quelque chose de plus profond qu'un taux. En effet, il dit si le marché croit encore au récit de l'émetteur, il dit si les créanciers pensent qu'ils seront remboursés, il dit si la dette reste un outil de croissance ou si elle devient un problème de survie. Autrement dit, le spread est la traduction financière de la confiance. En conclusion, le spread de risque n'est pas un simple écart de taux. C'est une prime, la prime du doute, la prime de l'incertitude, la prime que le marché exige quand il n'est plus totalement sûr d'être remboursé. Il dit combien coûte la confiance, il dit ce que vaut la crédibilité d'un emprunteur et il dit jusqu'où une entreprise ou un État peut encore se financer sans perdre le contrôle de sa trajectoire. Le cas de Casino le montre très bien. Quand le spread s'écarte trop, la dette n'est plus seulement plus chère, elle devient une contrainte stratégique, puis parfois une menace existentielle. Car en finance, derrière chaque taux d'intérêt, il y a toujours une question plus profonde. Que vaut vraiment votre promesse de remboursement? Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes cachés de la finance, vous pouvez soutenir le podcast très simplement en laissant un like, en vous abonnant ou en le partageant autour de vous. Vous pouvez aussi retrouver mon livre sur Amazon, Pilotage de la performance, déconstruire les illusions, piloter avec lucidité. À très bientôt dans Comprendre la finance.